Voilà, donc ça a démarré. Donc en fait, vous avez été quand même plus nombreux à prendre le sujet question. Quel animal peut-il devenir l'ami de l'homme? Euh, et moins nombreux le sujet sur la condition humaine. Euh, je ne sais pas pourquoi, à vrai dire, puisque ce que je vous engage à faire, c'est quand même de beaucoup vous entraîner sur des sujets autres que questions. Donc je comprends, enfin si je sais, c'était le concours blanc, donc on se met dans les conditions du concours, ça c'est tout à fait normal. Mais honnêtement, vous êtes tous en situation ici de pouvoir bien réussir en fait les sujets d'ESSEC et d'HECEM Lyon, mais il faut vous entraîner un petit peu sur ces sujets autres que questions. Alors je reviendrai sur la condition animale où j'ai pas, je m'en suis tenue à des remarques assez générales pour une simple et bonne raison, c'est que je vais y passer enfin, je vais y passer un certain temps parce que ça me semble être au cœur vraiment de ce thème de l'animal. Alors très rapidement, quel animal peut-il devenir l'ami de l'homme? euh, Quelques éléments en fait concernant l'analyse de sujet parce que ça pose encore problème à certains. C'était un sujet piège, évidemment, je vous l'ai déjà dit, et qui piège immédiatement celui qui n'interroge pas l'adjectif interrogatif quel, et qui cherche seulement à différencier les espèces animales traditionnellement amies de l'homme, c'est-à-dire en Occident essentiellement le chien et le cheval. Alors évidemment, si cette différenciation entre les espèces possiblement amies et les espèces possiblement non amies de l'homme n'était évidemment pas dénuée d'intérêt et qu'il fallait évidemment l'évoquer, la réflexion ne pouvait pas s'en arrêter, si vous voulez, à un simple tri entre quelles sont les espèces amies, quelles sont les espèces, alors je dirais pour l'instant non amies, parce qu'évidemment le concept le plus important, c'était pas tellement le concept d'animal, c'était évidemment ce concept d'ami. Quels sont les critères qui nous permettent de différencier ceux qui vont pouvoir devenir nos amis et ceux qui ne pourront jamais devenir nos amis. Alors vous avez pu le faire dans un premier temps, et moi aussi je l'ai fait dans un premier temps, mais évidemment, la réflexion devient intéressante à partir du moment où on passe ce cap-là. C'est néanmoins meilleur, ce type de copie, je ne sais pas quelle feuille de route on adopterait pour la correction au concours, mais c'est néanmoins meilleur que ceux qui ont simplement traité la question de savoir s'il peut y avoir un lien d'amitié entre l'homme et l'animal. Où là, on est, si vous voulez, quand même très très éloigné en fait du sujet. Vous regardez le sujet, mais à 1 kilomètre. Donc, dites-vous quand même que plus vous vous approchez du sujet dans son intitulé précis, et plus vous allez monter dans l'échelle des notes. Et vous en êtes, encore une fois, capable. Donc, c'est juste une question d'analyse du sujet, en fait. Alors, lequel ne signifie pas seulement quelle est l'espèce animale qui peut devenir amie de l'homme, mais aussi quelle nature de l'animal, quelle essence de l'animal, ou si vous préférez, de quel animal parle-t-on quand on cherche l'animal qui pourrait devenir l'ami de l'homme. Donc, quelle nature de l'animal, quelle espèce de l'animal, excusez-moi, pourrait favoriser une relation amicale. On supposerait donc que c'est l'homme qui déterminerait si, par nature, l'animal rend possible une relation amicale avec lui.
Et c'est l'homme qui le détermine, puisque c'est l'homme qui va définir justement l'animalité de l'animal. C'est l'homme qui va caractériser l'animal. Donc soit il va le caractériser en disant bah, cette chose-là ne peut pas devenir mon ami, soit il va le caractériser et avoir une définition de l'animalité qui va permettre de dire bah si, en fait, si je cherche vraiment ce qui définit l'animal, et si je suis honnête dans ma recherche, alors il peut être l'ami de l'homme. Donc il y avait, si vous voulez, ce que je veux dire par là, c'est qu'il y avait un problème théorique. Il n'y avait pas seulement un problème éthique, moral, etc. Le sujet posait un problème épistémique, posait un problème théorique. Or, beaucoup de caractéristiques de l'animal s'opposeraient à la possibilité d'une amitié, et les supposées amitiés que l'on pourrait avancer en contre-exemple montreraient vite les soubassements anthropocentrés et anthropomorphiques de cet attachement de l'homme à certains animaux. Alors oui, vous avez eu raison, à un moment, je dis ça parce que vous l'avez pratiquement tout fait, ce qui montre quand même déjà un certain niveau en fait de la réflexion. Vous avez eu raison de poser la question dans cette possibilité de l'amitié entre l'homme et l'animal, de l'anthropomorphisme, c'est-à-dire au fond quand on parle d'une amitié à l'égard d'un animal, est-ce qu'on n'est pas en train de se projeter sur l'animal, et est-ce qu'on n'est pas en train de projeter sur l'animal des caractéristiques humaines, des sentiments humains, et vous avez parfois très bien développé ça, et c'était absolument dans le sujet. Toutefois, n'est-il pas alors évident que c'est l'homme qui en décide, à la fois sur le plan théorique, puisque c'est lui qui pense cette nature animale, et sur le plan pratique, puisque c'est lui qui a tendance à établir différents types de rapports avec les animaux. Le questionnement peut-il ouvre évidemment ces deux dimensions, conceptuelle, est-ce pensable, et morale, est-ce souhaitable, de la possibilité. N'est-ce pas alors à lui de se transformer, à lui, c'est-à-dire à l'homme, de se transformer, de se décentrer pour pouvoir penser une relation amicale avec les animaux. N'est-ce pas d'ailleurs dans son intérêt, n'est-ce pas la réponse, je dirais, du Petit Prince à Aristote? Évidemment, je vais revenir sur le concept d'amitié. L'autre difficulté du sujet, c'était le verbe devenir, le verbe devenir de l'énoncé, qui, si on a compris tout ça, vous voyez qu'il y a un ordre des problèmes, c'est-à-dire qu'il faut d'abord interroger l'adjectif interrogatif, pour ensuite pouvoir interroger le peut-on, pour enfin pouvoir interroger le devenir. Si vous ne le faites pas, ça devient assez difficile de faire quelque chose des autres notions si vous ne suivez pas l'ordre logique en fait de ce questionnement. Le verbe devenir de l'énoncé est alors significatif. La relation amicale n'est pas établie. Elle a à se faire, à se construire, sans dénaturer l'homme et sans dénaturer l'animal. Ce devenir suppose donc de penser l'humanité de l'homme comme un devenir qui passerait par l'amitié avec l'animal et l'animalité de l'animal comme un autre devenir passant par l'amitié avec l'homme. Alors je passe la progression et je vous propose d'aller tout de suite, parce que la progression je vais la répéter dans l'introduction. Je vous propose, si vous n'avez pas de questions, vous voyez que maintenant il faut que vous alliez assez vite dans les analyses de sujets.
aller voir assez vite à l'essentiel. Vous voyez que pour l'instant, j'ai pas du tout repris le concept d'amitié, puisque je vais le faire assez vite tout de suite, et qui va être absolument central, et que c'est en faisant évoluer d'ailleurs le concept d'amitié qu'on va pouvoir faire évoluer cette question de la possible amitié entre l'animal et l'homme, ou entre l'homme et l'animal. Alors, un exemple de développement possible, de devoir possible sur ce sujet. Dans le chapitre 21 du Petit Prince d'Antoine de Saint-Exupéry, l'enfant rencontre un renard. Je pense que tout le monde connaît évidemment ce passage. « Bonjour », dit le renard. « Bonjour », répond poliment le Petit Prince, qui se retourna mais ne vit rien. « Je suis là », dit la voix, sous le pommier. « Qui es-tu » dit le Petit Prince. « Tu es bien joli. »« Je suis un renard, » dit le renard. « Viens jouer avec moi, lui proposa le Petit Prince. Je suis tellement triste. »« Je ne puis pas jouer avec toi, » dit le renard. « Je ne suis pas apprivoisé. »« Ah, pardon, » fit le Petit Prince. Mais après réflexion, il ajouta : « Qu'est-ce que signifie apprivoiser ? » « Tu n'es pas d'ici, » dit le renard. « Que cherches-tu ? » ?»« Je cherche les hommes, » dit le Petit Prince. « Qu'est-ce que signifie apprivoiser ? » ?»« Les hommes, » dit le renard, « ils ont des fusils et ils chassent, c'est bien gênant. Ils élèvent aussi des poules, c'est leur seul intérêt. Tu cherches des poules ? Non, dit le Petit Prince, je cherche des amis. Alors, quel enfant n'a pas lu Le Petit Prince et quel enfant n'a pas eu pour ami un animal et à tout le moins n'a pas cru en cette possible amitié? Mais cette idée d'une amitié entre un homme et un animal n'est-elle que le fruit de l'égocentrisme de l'enfant? Je réemploie ici ce que le grand psychologue de l'enfance du XXe siècle, Jean Piaget, définissait comme étant ce qui caractérisait même le statut de l'enfant, la situation de l'enfant, son égocentrisme, à ne évidemment pas confondre avec égoïsme. Donc, cette idée d'une amitié entre un homme et un animal n'est-elle que le fruit de l'égocentrisme de l'enfant qui prête aux choses et aux animaux les mêmes sentiments qu'il découvre en lui-même? L'animal peut-il vraiment devenir l'ami de l'homme? Et sinon, quel animal peut-il le devenir? On dit que le chien est le meilleur ami de l'homme. Et de fait, l'histoire de la domestication, qui remonte au 9e millénaire, même si elle n'a pas commencé avec celle du chien, selon Joséphine Lezur, archéozoologue et maître de conférences au Muséum national d'histoire naturelle, auteur de ce livre sur la domestication qui a pour titre « Et la gazelle devint chèvre », 2017, eh bien, nous amène à reconnaître que certaines espèces animales sont à l'évidence devenues des espèces amies de l'homme. Mais cette évidence doit être interrogée et nous ne devons pas tomber dans le piège d'une certaine compréhension de l'adjectif interrogatif « quel animal ?» en l'interprétant uniquement par quelle sorte, quelles espèces d'animaux. Car l'animal est aussi et d'abord une idée ou un concept. Or, il semblerait bien que si l'on s'appuie sur les représentations classiques de l'animalité et de l'humanité, il soit bel et bien problématique d'envisager une quelconque relation amicale avec l'animal et que l'amitié n'est qu'une affaire d'homme, comme s'employa à le démontrer Aristote dans les livres 8 et 9 de l'Éthique à Nicomaque. Toutefois,
derrière cette essence de l'animalité définie par un humanisme que nombre de philosophes contemporains jugent anthropocentriste, n'y a-t-il pas autre chose qu'une vérité, ou plutôt que cache cette prétendue vérité? Et si tant est qu'on puisse la maintenir ferme et figée, que penser alors des faits qui la démentent, qui l'ébranlent? Ces faits qui racontent des histoires exceptionnelles d'amitié entre des hommes et des bêtes. Comment ces histoires peuvent-elles nous instruire et nous guider dans une meilleure compréhension de nous-mêmes et des animaux? Quelles seraient alors les conditions conceptuelles possibles et pensables pour que cette relation entre l'homme et l'animal devienne amicale? Car l'amitié n'est-elle pas un certain type de relation? Or, en suivant le travail de la phénoménologie, ne faut-il pas reconnaître qu'il n'y a pas de nature humaine, pas plus qu'il n'y a de nature animale, que l'homme et l'animal ne sont pas des entités, mais que les deux n'existent qu'en relation et ne sont toujours qu'en devenir? Au final, ne faudrait-il pas alors plutôt se demander quel homme pourrait devenir l'ami de l'animal? Excusez-moi, j'arrête un peu la vidéo.